En ce qui concerne mon parcours scolaire et universitaire, eh bien au départ, j'étais pas du tout penchée sur l'allemand. Moi, j'ai des parents qui sont originaires de Lille. J'ai toujours habité à Lille. Il y a personne dans ma famille qui parle allemand, mais comme j'habitais un quartier un petit peu à l'époque ce qu'on appelait malfamé, on nous avait conseillé pour être dans une bonne classe de prendre allemand en première langue. C'est ce que j'ai fait. Moi, l'allemand, l'anglais, je faisais pas trop de différence. Et donc j'ai commencé comme ça l'allemand de base. On n'avait pas encore au collège des classes bilingues comme ça existait maintenant, donc c'était juste 3 heures par semaine de base. Arrivé en troisième, on a un nouveau programme qui s'est ouvert dans un lycée pas très loin de chez moi pour faire euro-allemand. C'est comme ça que ça s'appelait à l'époque aussi. Et puis j'ai passé le concours sans vraiment savoir si ça allait être possible, si ça allait marcher. Je m'étais entraînée un petit peu, mais pas plus que ça. Et j'ai été prise dans ce programme qui m'a permis au niveau du bac, donc par la suite, de passer un bac Abibac, comme on l'appelle maintenant. J'avais 3 heures de plus d'allemand par semaine, avec en première année de lycée, donc en seconde, de la physique en allemand, ça j'en ai un souvenir assez dramatique, littérature et histoire. Et j'ai toujours eu un petit faible pour l'allemand parce que je trouvais que c'était différent que tous ces gens qui faisaient anglais, espagnol. Après le bac, mes études de droit commençaient uniquement à la mi-octobre. Donc j'avais juin, juillet, août, septembre de libre. Et donc j'ai décidé de passer un mois en Allemagne pour travailler un petit peu la langue et découvrir une culture que je connaissais pas du tout au départ. J'ai donc fait des stages, différents stages en Allemagne où j'ai fini par rencontrer mon mari, donc c'est pour ça que je suis maintenant sur Düsseldorf. Et pendant plusieurs années, j'ai jonglé entre mes stages en Allemagne, alors dans tous les domaines possibles. J'ai travaillé comme femme de ménage, j'ai travaillé à la poste, j'ai travaillé dans des entreprises totalement différentes du droit. Et puis j'ai fait ma licence à Lille, à l'Université catholique de Lille. Pareil, moi à l'époque, il n'y avait pas de langue du tout, c'était uniquement du français. Par contre, ma quatrième année, donc mon master 1, je me suis débrouillée pour la passer en Erasmus à Saarbrücken. Et là, c'est pareil, j'étais vraiment décidée à ne faire que du français allemand et l'Université de Lille ne proposait qu'un triple programme avec 1 an en Angleterre et 6 mois en Allemagne. Eh bien, je me suis débrouillée et j'ai insisté et j'ai fini par obtenir auprès de l'administration de Lille 2, cette fois-ci j'avais changé de fac, pour ne partir qu'en Allemagne et ne faire donc qu'un programme bilingue. Cette année à Saarbrücken, j'avais choisi des matières qui tiraient sur le droit européen. Au départ, je pensais que ce serait la même chose qu'en France et en réalité, le droit communautaire européen n'est pas traité de la même façon en Allemagne. Et puis, les matières de base, donc du droit civil allemand et du droit constitutionnel. J'ai eu ma quatrième année, donc mon master avec une mention bien, et j'ai voulu continuer dans l'Union européenne. Ça, c'est vraiment la chose que j'aimais beaucoup, le droit de l'Union européenne et les droits européens des droits de l'homme. Et j'ai donc fait un master 2 recherche à l'université de Montpellier, où on a approfondi les matières de droit communautaire et les matières des droits de l'homme. Je suis sortie de mon Master 2 en me disant c'est parfait, maintenant je vais pouvoir aller travailler en Allemagne parce que l'Union européenne c'est pareil des deux côtés, ça ne pose pas de problème, etc. Puis quand je suis arrivée en Allemagne, je me suis rendu compte que d'une part les Allemands ne connaissaient pas les masters, eux ils ont les LLM et les Doktorarbeit, mais alors un Master 2, aucune idée de ce que c'était. Donc on m'a dit mais tu es quoi? Moi, je répondais, je suis juriste. Oui, mais tu es avocate, tu es juge, tu es notaire. Je disais non, j'étais juste, entre guillemets, juriste. J'ai un bac+5. Et les Allemands n'ont jamais reconnu ce diplôme en tant que tel. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais passer un diplôme allemand, l'équivalent du master, donc un LLM,
pour que les Allemands puissent savoir quel niveau j'ai. Et j'ai entamé un LLM à l'université de Düsseldorf qui était spécialement fait pour les étrangers, où on a repris toutes les bases du droit allemand. Ce programme depuis n'existe plus, mais il a vraiment forgé ma carrière puisque maintenant je continue à travailler à l'université de Düsseldorf comme prof. Une fois ce LLM obtenu, toute contente, je me suis à nouveau présentée devant les employeurs allemands et on m'a toujours dit « Mais tu es quoi ? J'ai un LLM maintenant, c'est bon ?» Non, t'es pas avocate, t'es pas juge, t'es pas notaire, il leur fallait un titre. Donc je suis repartie en France pour faire le CRFPA de Lille, donc avec le concours d'entrée, et à l'époque c'était 1 an au niveau de l'école des avocats à Lille. Alors pour la petite histoire, c'est l'allemand qui m'a permis de rentrer à l'école des avocats de Lille, puisque à l'examen au grand oral, j'avais eu 7 sur 20, et l'allemand, en petite matière annexe, j'avais eu 19. Donc les 9 points de l'allemand ont rattrapé mon grand oral et m'ont permis de rentrer à l'école des avocats. À l'école des avocats de Lille, j'ai suivi le parcours classique, sauf que j'ai fait 6 mois de stage dans un cabinet d'avocats en Allemagne, en l'occurrence sur Cologne, et j'ai fait mon mémoire sur l'avocat français en Allemagne. J'ai passé mes examens et dans la suite de ces examens, enfin parmi ces examens, il y avait notamment allemand à passer. Et cette fois-ci, l'allemand m'a permis d'être major de promo de l'école des avocats de Lille, puisque j'ai eu 20. J'ai eu 16 à mon mémoire pour l'avocat français en Allemagne. Donc c'est l'allemand qui m'a permis d'avoir ces notes-là. Une fois avocate, très fière en plus d'avoir été major de promo, je suis arrivée en Allemagne en disant c'est moi, vous allez avoir besoin de moi, je vais trouver du travail, et en fait non, pas du tout. Les Allemands, j'avais pourtant maintenant un titre comme ils le souhaitaient, mais ils m'ont dit oui mais t'as pas fait tes études en Allemagne. Ah non, ça c'est vrai, j'en ai fait une partie mais pas beaucoup. Et ils m'ont bien fait comprendre que le Staatsexamen et le cursus allemand était beaucoup plus élevé à leurs yeux que ce qu'on avait fait en France. C'est pourquoi j'ai passé ce qu'on appelle le Eignungsprüfung für die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft, c'est-à-dire qu'en tant qu'avocat française, j'ai passé un examen, donc il y en a 3. En Allemagne, il y a Düsseldorf, Berlin et Stuttgart, en tout cas à l'époque, où on va vous demander de passer toutes les matières de droit civil. Ensuite, j'avais fait droit du travail, mais vous pouvez faire droit de la famille ou droit pénal. Si vous avez les écrits, vous pouvez passer à l'oral. Et à l'oral, on vous demande d'autres matières comme de la déontologie ou par exemple du droit pénal. J'ai eu cet examen et je suis donc devenue Rechtsanwältin. Et même là, les Allemands, parce qu'ils ne connaissaient pas forcément ce cursus, ont eu beaucoup de mal à reconnaître mes diplômes et j'ai pas trouvé de travail qui correspondait à ce que je recherchais. Je voulais pas faire du droit allemand complet, c'était pas mon domaine. Moi, je voulais vraiment être dans le droit franco-allemand. Et du coup, j'ai fini par ouvrir mon cabinet individuel en tant qu'avocat. Pour poursuivre ma formation, et parce que j'en avais besoin dans mon travail, j'ai également passé le diplôme de traducteur auprès de la IHK, donc de la Chambre de commerce et d'industrie. Et ensuite, je l'ai fait valoir auprès des tribunaux pour devenir traductrice. Donc ça, je l'ai fait toute seule parce qu'on n'avait pas la chance d'avoir les doubles cursus comme vous avez la possibilité de maintenant de le faire avec les langues. Mais en tout cas, c'est largement à envisager de passer ces diplômes de traducteur qui servent énormément dans la vie professionnelle, puisque moi, du coup, je peux faire les traductions moi-même. Mon travail est spécifique puisque je fais
essentiellement du droit franco-allemand de la famille, donc les mariages franco-allemands, surtout les divorces franco-allemands, un peu de succession aussi en matière franco-allemande, donc tout ce qui touche de la naissance à la mort d'une famille située entre la France et l'Allemagne. Pour être franche, c'est du pur hasard que je sois maintenant spécialisée dans ces domaines et c'est dû à ma vie personnelle. Ayant rencontré un Allemand avec qui je suis mariée maintenant depuis 2008, j'ai pu découvrir ce que c'était d'avoir une famille franco-allemande. J'ai 2 enfants qui ont 12 et 6 ans et à travers la nécessité de leur donner les 2 nationalités, de me poser la question de leur protection si je venais à décéder, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de différences entre la France et l'Allemagne. Non seulement d'un point de vue juridique, on en reparlera, mais aussi d'un point de vue culturel. Et c'est donc parce que j'ai été confrontée à des difficultés personnelles, pratiques à l'école, au niveau des papiers, quand je me suis mariée, que je me suis intéressée au domaine franco-allemand de la famille. Au niveau des différences culturelles et de leur impact dans le système juridique franco-allemand, c'est pour moi la question la plus difficile à laquelle je dois répondre et celle qui va entraîner le plus de disputes. Je vais essayer de répondre sans faire trop de polémique, mais de vous répondre avec mon cœur et la façon dont je le vois et dont je le vis ici en Allemagne. Jamais, pour être franche, je n'avais imaginé qu'il y ait autant de différences culturelles au niveau de la famille entre la France et l'Allemagne. Pour moi, comme c'était 2 pays de l'Union européenne, frontaliers, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de différences. Or, je suis installée en Allemagne maintenant depuis mes 19 ans et j'ai découvert véritablement les grosses différences et divergences, je pourrais dire, au niveau de la famille, notamment grâce ou à cause, en raison de la naissance de mon fils. À partir du moment où j'ai eu un enfant, je me suis aperçue que la place de l'enfant n'était pas du tout la même dans les 2 pays. En Allemagne, l'enfant a une position que j'appellerais d'enfant roi, c'est-à-dire il est au centre de tout, aux parents de se sacrifier pour lui permettre son bonheur. J'entends par là qu'une maman qui accouche va dans la plupart du temps arrêter de travailler au moins provisoirement et par la suite ne travailler qu'à temps partiel pour s'occuper de l'éducation des enfants. De la même façon, il y a très peu de garderies en Allemagne et lorsqu'il y en a, elles sont très chères. Mais c'est normal puisqu'on considère que c'est la mère qui doit s'occuper des enfants. L'école s'arrête aussi à midi. Les 4 premières années, vous avez encore une garderie jusqu'à 3 ou 4 heures de l'après-midi, mais ensuite il n'y en a plus. Et la plupart des activités scolaires, extrascolaires, se déroulent à 2, 3, 4 heures de l'après-midi. Donc il faut emmener les enfants, c'est pas fait dans le cadre de l'école. Et ça, c'est le rôle de la maman. La maman qui a une place privilégiée, y compris dans la constitution allemande, où on la met au centre de la famille. C'est surtout vrai en Allemagne de l'Ouest. En Allemagne de l'Est, on a ex-Allemagne de l'Est. On a un peu moins cette position, mais en tout cas à Düsseldorf où j'habite, c'est encore très vrai. Et très souvent, personnellement, moi, on m'a fait le reproche de travailler alors que j'avais des enfants. Dès que mon fils ou ma fille, surtout mon fils à l'époque, a fait une bêtise, on m'a reproché de ne travailler et de ne pas m'occuper de lui. Oui, vous êtes parti en France, c'est pour ça que votre fils a fait telle ou telle chose. Je dis, mais attendez, mais il y a son père, il est là son père. Oui, mais c'est pas pareil. En France, c'est l'inverse. Une mère qui ne travaille pas
n'est pas considérée vraiment comme une vraie femme. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui restent à la maison. La plupart du temps, c'est normal d'aller travailler. Et on arrive à des conséquences juridiques. Par exemple, quand on n'est pas marié en Allemagne, les parents n'ont pas les mêmes droits. Donc c'est la maman qui va devoir, ou pouvoir, si elle le souhaite, déléguer une partie de son autorité parentale au papa qui est marié. Alors qu'en France, ce sera automatique. Ça se poursuit, par exemple, en cas de divorce. Les enfants vont directement être interrogés en Allemagne sur leur volonté. Est-ce que tu veux habiter avec maman ou est-ce que tu veux habiter avec papa? Et ça, c'est vrai même pour les tout petits. Les enfants vont avoir en Allemagne un avocat commis d'office et le juge, dans 99% des cas, va suivre ce que l'enfant veut. Même si c'est pas logique dans notre façon de penser à la française. Par exemple, un enfant de 10 ans qui va dire « je veux habiter chez mon père », on va l'envoyer chez son père, même si le papa est toujours en déplacement, même si le papa ne vérifie rien au niveau de l'école, on va considérer que l'enfant sait, lui, ce qu'il veut faire. C'est vrai dans l'autre sens, hein. Si l'enfant veut dire « je vais aller habiter avec ma maman », on va le suivre. À l'inverse, du côté français, l'enfant a le droit d'être entendu s'il a la capacité de discernement. Et on va surtout se battre sur la capacité de discernement. Et dans un des dossiers que j'ai eu, l'enfant a demandé à être entendu, mais on a considéré que ce qu'il avait demandé n'était pas conforme à son intérêt supérieur. Donc l'idée, c'est de voir, du côté français, c'est les adultes qui vont décider pour les enfants, en vérifiant, et notamment par rapport au juge, le juge va considérer que ça ou ça, c'est mieux pour l'enfant. Du côté allemand, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va demander à l'enfant, et c'est lui qui sait ce qui est bon pour lui ou pas. Ça se poursuit aussi dans la façon dont on peut divorcer en Allemagne. Comme les mamans, la plupart du temps, ne travaillent pas à temps complet ou restent à la maison, eh bien, le divorce, il n'y a pas de prestation compensatoire, mais il y a une répartition, par exemple, des droits à la retraite. Alors qu'en France, ça, on n'a pas du tout. Donc, la culture de la place de la maman au centre va de l'éducation jusqu'au divorce. Tout le système est basé là-dessus, y compris, par exemple, le système fiscal. On va mettre les deux époux ensemble et la maman qui va travailler à temps partiel va être fiscalement classée dans une catégorie supérieure, c'est-à-dire qu'elle va payer 60% d'impôts et le papa, par exemple, 40%. Comme ça, comme elle gagne moins, c'est comme si je devais payer un peu moins aux impôts. Ça, c'est quelque chose qui ne serait pas possible ou qui n'est pas envisageable dans les mentalités françaises, puisque les mamans et les travaillent aussi. Donc on est une femme avec des enfants, alors qu'en Allemagne, on est véritablement une maman, la plupart du temps, qui doit travailler. Quand moi je dis que j'ai plaisir à travailler et que je ne suis pas qu'une maman, souvent j'ai des retours en me disant « tes pauvres enfants ». Donc pour les Allemands, souvent je suis une Rabenmutter, une mère corbeau, dans tout ça. D'autres différences culturelles, par exemple, au niveau religieux, quelque chose auquel on ne pense pas forcément. Dans les dossiers de garde, d'autorité parentale et de divorce que j'ai à traiter, eh bien, le côté religieux revient très souvent. J'y aurais pas pensé. Pour moi, en tant que Française, la religion, ça fait partie du domaine privé, ça se fait à la maison et on n'en parle pas à l'extérieur. Or, la religion en Allemagne, elle est également traitée à l'école. Il y a des impôts qui sont payés sur la religion. Et quand j'arrive en matière de divorce, eh bien, la question notamment de la communion de l'enfant ou du cours de religion catholique, protestant ou
maintenant ce qu'on appelle praktische Philosophie, avant c'était de l'éthique, donc quelque chose d'un petit peu éducation civile si vous voulez, revient très souvent. Le français va pas y penser du tout. L'allemand, même si l'enfant a 1, 2, 3 ans, souhaite la plupart du temps que la question d'une éventuelle communion soit réglée. Quelque chose auquel on n'y pense pas du tout. Vis-à-vis des magistrats, c'est compliqué. Parce que le magistrat français va vous dire, en gros, tu m'embêtes avec tes questions, ça n'intéresse personne. Et du côté allemand, j'ai eu l'inverse d'un client qui a répondu, oui, bon, la religion, on s'en fiche. Sauf qu'on était en Bavière et que dans tous les tribunaux, il y a encore une croix. Donc c'est pas possible de dire à un Allemand, la religion, on s'en fiche. Et ça, je suis obligée de l'intégrer lorsque je fais des divorces franco-allemands et très souvent de me justifier auprès des magistrats des deux côtés. Pourquoi la maman travaille en France? Pourquoi est-ce qu'elle ne travaille pas en Allemagne? Pourquoi la religion c'est important? Ça c'est vraiment une des choses que j'ai découvert au maximum et avec intensité tant au cours de ma vie privée qu'au cours de ma vie professionnelle. Pour travailler en droit franco-allemand, il y a la langue, c'est sûr, mais pour moi, ça, c'est pas le plus important. La langue, ça s'apprend, même en ayant passé plusieurs années en Allemagne et en ayant le diplôme de traducteur, je fais encore des fautes. Donc j'ai toujours besoin d'un allemand pour corriger ou mes écrits ou pour me reprendre éventuellement sur les mots. Ça pose pas de difficulté. Au contraire d'ailleurs, les Allemands aiment beaucoup l'accent français et donc sont sensibles au fait que l'on parle même si on a un accent. J'ai jamais eu de remarques particulières concernant mon langage ou mes erreurs. Là où pour moi c'est plus important, et ça c'est du vécu, ça rejoint la question des qualités ou des différences culturelles, c'est de connaître la mentalité des deux pays. Une fois qu'on est française en Allemagne et qu'on travaille dans le domaine franco-allemand, eh bien, je ne pourrais pas dire que je suis uniquement française ou que je suis devenue allemande. Je suis entre les deux. La mentalité est extrêmement importante pour aborder non seulement le client qui va venir vous voir, mais également les autres avocats ou le tribunal. Une maman une maman française qui vient en Allemagne doit savoir que lorsqu'elle est face au Jugendamt, donc par exemple aux services sociaux qui va forcément être contacté dans une procédure de divorce où il y a un problème d'autorité parentale ou de résidence de l'enfant, doit savoir ce qu'attend un employé du Jugendamt d'une maman. Donc notamment la disponibilité, la mise en avant de l'enfant et la question de l'éducation, c'est pas du tout la même chose. Il faut aussi avoir du recul quant à ce qu'on raconte au niveau des médias. La plupart du temps, par exemple, l'Allemagne est vendue comme les enfants sont super heureux parce qu'ils peuvent faire plein de sports, il y a plein d'activités extrascolaires. Oui, c'est vrai, mais les activités extrascolaires sont les après-midi et donc ça impose qu'il y ait quelqu'un aussi à la maison pour s'en occuper. Il faut connaître l'objectif ou ce que les personnes en face de vous connaissent. Vous allez avoir affaire à un magistrat franco-français qui n'a aucune idée de l'Allemagne. Et j'ai par exemple eu un dossier où on nous a dit, dans une petite ville isolée en Bavière où il n'y a pas internet, en l'occurrence la petite ville isolée en Bavière c'était Düsseldorf, 650 000 habitants, moi j'appelle ça pas petite ville isolée, mais c'est ce qui a été indiqué par un de mes confrères. Donc en permanence, je vais devoir imaginer, analyser quelles sont les questions qui vont pouvoir être posées. Quand vous avez un enfant qui est en France, avec une maman qui veut venir en Allemagne,
eh bien, c'est démontrer aux magistrats français que l'enfant va continuer à bénéficier de sa culture française. Chacun des deux pays va vouloir protéger ses ressortissants et il y a une méfiance à l'égard d'un pays qu'on ne connaît pas forcément. En plus, l'allemand, c'est pas très doux comme langue. Si vous parlez l'italien, ça aura tendance à être un petit peu plus mélodieux que le Ich liebe dich en allemand, alors que pourtant c'est très affectueux. Et donc, ça m'impose d'avoir une stratégie, tant du côté français que du côté allemand, et la plupart du temps, si je reviens aux enfants, d'expliquer quelles sont les possibilités linguistiques, scolaires, qui vont encadrer son développement. La connaissance de ces cultures et de ces mentalités est à mon sens le principal, et ça s'apprend pas dans les livres. Ça va s'apprendre dans la vie courante, dans la vie quotidienne, en regardant les films allemands à la télé ou du côté français, en s'intéressant aux informations et au développement. C'est comme ça, à mon sens, qu'on peut être le plus intégré dans cette culture franco-allemande. Les avantages et les inconvénients de mon métier, comme souvent, sont liés entre eux. Je vais commencer par le négatif pour terminer par du positif. Au niveau des inconvénients de mon statut d'avocate franco-allemande, pour moi, le plus gros inconvénient, c'est que je me sens seule. Je me sens très seule de ne pas avoir trouvé de collègues avocats qui ont cette même position que moi sur Düsseldorf. J'aurais aimé avoir un cabinet avec au moins un associé pour pouvoir discuter des problématiques que je rencontre et de notamment la position d'un Allemand par rapport à un problème franco-allemand. J'aurais beaucoup aimé trouver un collègue allemand qui s'intéresse au droit français et qui, en réalité, défendent nos clients sur l'Allemagne, moi l'aidant pour faire les recherches sur la France, et inversement, moi défendre les intérêts en France et lui et ce collègue m'aidant sur la vision allemande et le droit allemand. On a beaucoup d'avocats qui parlent certes une autre langue, mais qui ne connaissent pas forcément la mentalité ou qui ne sont pas spécialisés. Le droit franco-allemand de la famille, c'est vraiment spécifique. Et donc, c'est pas simplement une application des textes. Le deuxième inconvénient principal, c'est le temps que ça prend. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas du lundi matin 8h au vendredi 6h. Je peux avoir des contacts, des clients qui m'appellent un dimanche soir à 19h parce qu'il y a eu un problème avec l'enfant, il n'a pas été rendu, il s'est passé quelque chose pendant le week-end. Et donc, je ne peux pas dire que j'ai des horaires fixes. C'est toujours au dernier moment, souvent. Je reçois des conclusions, je dois y répondre pour le lendemain, des mensonges qui sont indiqués, que je dois contrer. Ça, c'est le lot un peu de tous les avocats, mais en plus, la difficulté quand on est entre la France et l'Allemagne, c'est qu'il faut jongler entre les différentes vacances, entre les différents horaires de travail. Ça s'ajoute. Du côté positif, mon travail m'apporte énormément quand la décision que j'ai prise pour des enfants qui ont 10-12 ans, en mon âme et conscience, de les faire partir de France pour venir en Allemagne, ou inversement, c'est quand même pas une décision facile, hein. Mais j'étais vraiment convaincue que pour eux ce serait le mieux, et de voir 4-5 ans plus tard qu'une Française de 10-12 ans, qui vient en Allemagne au départ en ne parlant que quelques mots, arrive à passer son bac en Allemagne et fait maintenant des études, par exemple dans le dossier auquel je pense, d'architecture à Munich et s'en sort extrêmement bien. Quand j'ai une maman au téléphone qui me dit « Merci, maître, vous m'avez compris, au moins avec vous je peux parler »,
ça me fait du bien. J'ai toujours un contact privilégié avec mes clientes en particulier, parce que je peux leur parler de mon expérience personnelle. Et donc, c'est très personnalisé. Ce sera jamais l'enfant 1 ou l'enfant 2, mais ces enfants, je les connais, je les vois. Ils ont l'âge de mes enfants. Donc, j'arrive à parler avec mes clientes de cette relation ou de cette situation personnelle et j'applique dans les dossiers ce que moi je vis. Donc c'est quelque chose que je fais avec mon cœur et que je connais. Ça, c'est extrêmement positif. Et ça, c'est pas des livres. C'est de l'instinct, c'est de la reconnaissance, du respect et de l'amour qu'on reçoit. C'est vraiment super. Si je devais donner un conseil pour travailler dans le transfrontalier, ce serait simplement d'avoir envie de le faire. Jamais j'aurais imaginé de travailler dans le droit franco-allemand de la famille. Quand j'étais jeune, au niveau de l'école, on m'avait dit « Oui, l'allemand, le droit, ça sert à rien, il y a plein de monde, il faut faire du transport ou de la logistique. » Et aujourd'hui, on me dit « Mais quelle idée de travailler dans le divorce franco-allemand, ça n'arrive jamais. » Alors, pour le coup, ça arrive. Moi, je suis mariée avec un Allemand et je suis française. Certes, c'est pas 100 000 dossiers par an, mais comme c'est extrêmement spécialisé, du coup, les gens sont contents de venir vous voir et de vous trouver. Donc, si vous avez quelque chose qui vous plaît, un objectif, quel qu'il soit, allez-y, foncez. Ça peut être l'environnement, ça peut être le droit pénal, il n'y a aucune limite à essayer de faire ce qu'on a envie. Les niches, ces secteurs très spécifiques, sont pas ouverts à tout le monde, bien au contraire. Donc, pourquoi pas? Et après, la vie vous dira si oui ou non ça marche. Pour réussir, certes, au niveau du droit, en tout cas, il est important de connaître les règles et comment on fait les études en Allemagne, ça c'est vrai. Mais aussi, comme je l'ai dit plusieurs fois, de connaître les gens, d'aller à leur rencontre. Et donc, selon moi, on apprend encore plus quand on travaille en Allemagne, pas forcément dans le droit, mais comme serveuse, comme jeune fille au pair, ou ce que j'ai fait moi comme femme de ménage. Ça va vous donner une culture et un ressenti qu'on ne peut pas vous apprendre dans les livres, mais qui va vous permettre d'avoir un regard au-dessus, un aperçu de tout ce qui existe des deux côtés et essayer, dans la mesure du possible, de tirer le maximum de positif des deux pays. Donc, en un mot, si vous avez un rêve, foncez.